Je vais vous parler de GWAS, oui. Merci. Donc c'est une collaboration, en fait, c'est le travail de thèse c'est une partie du travail de thèse de Jacqueline Millet que je vais vous présenter, thèse que j'ai co-encadrée. Et donc, il s'agit de méthodes rapides pour la régression logistique mixte dans les analyses, dans les études dites GWAS, les Genome-Wide Association Studies. Donc, bon, les intervenants précédents ont bien pavé le terrain pour moi. Là, donc, vous savez ce que c'est qu'une GWAS, vous saviez avant, mais là, j'ai vraiment pas besoin d'insister. Donc, on teste l'association d'une pathologie avec des millions de SNP un à un dans des designs, dans des études qui sont pour leur vaste majorité, des études cas témoins. Je vous ai mis quelques jalons bibliographiques. En fait, 2005, c'est la première GWAS. Alors, on la cite toujours sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la taille, en fait. Il y avait 146 individus, dont quasiment 100 témoins, et le reste des cas, c'était 50 cas et 96 témoins, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait 100 000 SNP. Et ils ont trouvé un SNP du facteur H du complément impliqué dans la DMLA. Et c'est pas très convaincant parce qu'en fait, dans le même, ce qu'on dit pas en général, c'est que dans le même numéro de Science, il y a le même variant qui a été identifié par une autre équipe dans une approche beaucoup plus classique de gènes candidats, c'est-à-dire d'abord un criblage du génome par analyse de liaison, identification d'une région liée, identification dans cette région d'un bon candidat pour être associé à la DMLA, et puis séquençage par méthode Sanger, des choses beaucoup plus classiques, pour identifier exactement le même SNP. Ce qui a vraiment marqué le début des Genome-Wide, des GWAS, c'est le papier du Wellcome Trust Case Consortium, Case Control Consortium en 2007, qui est une étude avec une taille d'échantillon beaucoup plus importante, 500 000 SNP déjà. Il y a 3000 témoins fois 2000 cas pour 7 pathologies différentes, donc 14 000 cas en tout. Ils ont identifié 24 associations réparties pour toutes les pathologies, je crois. Ils ont trouvé quelque chose pour au moins un SNP par pathologie. Et donc ça, c'était beaucoup plus spectaculaire et ça a marqué vraiment le début des GWAS. Et je vous en ai mis une récente, c'est la plus grosse que j'ai trouvée, qui traite de réellement. Enfin, j'avoue, il y en a une que j'ai boycottée parce que c'était un truc de genetic behavior, ça m'a vraiment trop énervé. Et après, il y a des choses qui traitent plutôt de certains problèmes de GWAS. Donc ça, c'est un vrai trait, même si c'est pas passionnant. Les gauchers et les ambidextres contre les droitiers, avec un design qui est devenu maintenant courant, du moins pour les publications dans les très grosses revues, qui est une méta-analyse de plusieurs très grosses GWAS, atteignant un total de 1 700 000 individus dans ce cas-là, et 12 millions de SNP après imputation. Alors voilà, donc la taille moyenne des GWAS a explosé. Je ne sais pas si on lit bien, là, en gros, on est rendu à des tailles moyennes de 100 000 SNP. Par contre, la taille médiane reste à 7 000 SNP, donc il y a quand même encore des GWAS qui sont faites sur quelques milliers d'individus. Tout le monde n'est pas passé à ces études mammouthesques. Bien. Continuons. Le problème, Emmanuel l'a bien évoqué tout à l'heure, c'est la structure de population ou stratification de population. Donc en fait, au fil du temps, on se retrouve à chercher des effets de plus en plus faibles. Pourquoi de plus en plus faibles? Parce que les gros effets ont déjà été trouvés par les prédécesseurs. Et pour chercher des effets de plus en plus faibles, il faut des échantillons de plus en plus grands. Et donc on ne va pas tous les recruter de manière homogène dans une certaine région. Et quand il y a un gradient de fréquence, comme j'ai figuré ici, par exemple un gradient nord-sud à travers l'Europe, ce qui est le cas pour beaucoup de gènes, ça va générer de fausses associations. Par exemple ici, vous avez, donc ça c'est ce qu'on aurait typiquement sur une étude d'association où les cas et les témoins sont mal à parier. En fait, on aura une majorité de cas du nord de l'Europe et
beaucoup plus de témoins du sud de l'Europe, on aurait un pic d'association, par exemple ici sur le chromosome 2, sur la lactase, où il y a des SNP de manière notable qui ont des fréquences différentes entre le nord et le sud, mais on aurait sans doute aussi un signal d'association à d'autres endroits du génome. Et en plus de ces signaux d'association ponctuels qui sont faux, fausses associations, on a une inflation globale des statistiques de tests qui sont ici représentées. Donc on figure ça très souvent par ce genre de graphe qui peut permettre de le représenter quand ça arrive et puis de faire aussi quand ça n'arrive pas et de faire un diagnostic. Donc en fait c'est un diagramme quantile-quantile, une Q-plot, où ici sur l'axe des X j'ai ce qu'on attend sur l'échelle moins log 10 pour les p-valeurs, et ici c'est ce qu'on a observé. Et donc en fait les p-valeurs sont beaucoup trop petites, vous avez beaucoup trop petites p-valeurs, et ça correspond à ce qu'on appelle le lambda GC de 1,4, ça correspond à la pente en fait. Donc on attend une pente de 1, on attend un lambda GC égale 1. Donc cette quantité lambda GC sert à... Ici je l'ai indiqué, ah non, ça marche pas ce truc là pour dessiner. C'est pas le bon outil. Bon, je sais même pas comment on efface du coup. Hop, voilà, comme ça. Donc du coup, je peux même pas pointer avec ça. Donc je disais, voilà, ce lambda, c'est un diagnostic. C'est un diagnostic. Le petit dessin qui va vous faire des petits points ou des petites choses comme ça. C'est pas très élégant, mais ça marche. Ouais, alors il fallait pas que je fasse un rond, quoi. Voilà. J'ai essayé d'entourer. Ah oui, je sais ce qu'il faut faire. Il faut que je dise que je veux pas de couleur pour ça. Je peux pas. Non, je peux pas. Bon, c'est bizarre. Ok, c'est pas grave. Alors, des solutions pour régler ce problème ont été proposées. Donc, il y a eu des choses extrêmement variées. En fait, c'est parti dans pas mal de directions. Il y a des solutions qui étaient des choses qui existaient avant les GWAS, en fait, qui avaient déjà été proposées parce que ce problème était connu de très longue date. Donc, l'utilisation de données familiales, les méthodes dites de genomic control, dont le lambda GC a survécu comme plutôt un moyen de diagnostic, mais c'est plus tellement utilisé pour corriger les inflations. Et les méthodes d'association structurée qui consistaient en fait à rechercher, un peu comme ce qu'Emmanuel vous a présenté tout à l'heure, rechercher les clusters d'individus proches génétiquement et d'utiliser ces clusters pour contrôler la structure de population dans l'étude d'association. Mais ces méthodes ont été en fait abandonnées quand en 2006, Price et collègues ont proposé ce que j'appelais ici la Principal Component Regression, qui à l'époque s'appelait Eigenschrad, je crois, qui consiste... Alors, je vous ai mis ici une analyse en composante principale avec un graphique très comparable à celui qu'Emmanuel a montré, où on voit qu'en fait, effectivement, les gènes représentent en fait les structures géographiques de l'échantillon, reflètent la structure géographique de l'échantillon à travers les composantes principales. Et donc, on fait une régression, on cherche l'effet du SNP et on met en covariable une poignée de composantes principales qui vont permettre d'attraper en fait la structure géographique. Et donc ça, c'est très simple, très rapide à faire, beaucoup plus simple conceptuellement et c'est suffisamment efficace pour contrôler la structure de population dans beaucoup de cas. Et puis, j'essaie de passer les slides avec les flèches du clavier, mais il faut appuyer, il faut cliquer là. Et puis ensuite, petit à petit, un modèle plus compliqué s'est imposé, c'est le modèle mixte, qui consiste en fait une des manières de le voir, c'est de dire en fait c'est la même régression, sauf que on met toutes les composantes principales, donc autant qu'il y a d'individus, on va jusqu'au nombre d'individus dans le modèle, mais on les met avec un effet aléatoire. C'est une des manières de voir ça. Donc en fait, il n'y a pas de... on les met avec un effet aléatoire, supposé tiré dans une loi gaussienne, qui a une certaine variance, la même pour toutes les PC. Et donc, ça permet d'avoir encore un meilleur contrôle. Et ça s'est imposé petit à petit comme la méthode de référence pour les études GWAS. Alors, ça marche bien pour les traits quantitatifs, parce que ça peut tourner relativement rapidement pour les traits quantitatifs. Par contre, pour les traits binaires, le modèle logistique mixte, c'est un cauchemar, en fait.
parce que la vraisemblance, tout simplement, on ne sait pas la calculer. Donc, pour maximiser une vraisemblance qu'on ne sait pas calculer, c'est vraiment compliqué. Donc, les méthodes standards, c'est la PQL, Penalized Quasi Likelihood, qui consiste à utiliser l'approximation de cette vraisemblance. Et ça marche pas trop mal, mais c'est vraiment très lent, parce qu'il y a une série d'approximations par des modèles linéaires à faire, et du coup, c'est pas du tout praticable pour une analyse génome entier. C'est vraiment, c'est éventuellement praticable, mais il faut des semaines, voire des mois. C'est pas raisonnable. Et ce qui s'est beaucoup fait, c'est d'analyser les traits binaires comme un trait quantitatif avec prenant des valeurs 0 ou 1. Alors ça, en fait, ça fournit un test d'association valide. Il n'y a pas de problème. Si vous avez déjà essayé de faire tourner, au lieu de faire tourner une régression logistique, vous faites une régression linéaire, vous obtenez la même p-valeur. Simplement, vous n'avez plus les bêtas qui sont les effets des covariables ne sont plus interprétables, quoi. Ça pose un problème pour ça, mais vous pouvez quand même avoir un test d'association valide. Voilà. Alors, il y a quand même des problèmes, et donc je vais vous parler d'un papier de Chen et collaborateurs en 2016, je crois que c'était dans American Journal of Human Genetics, si je ne me trompe pas. Ils ont introduit un QQ-plot que j'appellerais stratifié, c'est tout à fait comme ça qu'ils l'avaient appelé. Ils disent maintenant, si on a deux strates de population, une avec une prévalence, une proportion de cas recrutés beaucoup plus importante que dans l'autre strate, on va définir 3 catégories de SNP. Donc il y a un risque différentiel dans les deux strates de population, un risque ou un recrutement différentiel dans les deux strates de population. On va définir 3 catégories de SNP qui vont être basées sur le rapport de variance des génotypes dans chacune des strates. Alors ici, pour un SNP donné, je note P1 et Q1, les deux fréquences alléliques dans la strate 1, et P2 et Q2, les deux fréquences alléliques dans la strate 2. Et puis 2P1 Q1, c'est la variance du génotype quand on le recode par 0,1,2, comme on fait très classiquement dans ces études d'association. Et donc on définit les 3 catégories selon les valeurs de ce ratio de variance. Et puis on va faire 3 QQ-plots, un pour chacune des catégories de SNP. Alors la catégorie majoritaire, c'est celle-là, la catégorie 2, mais il y a 2 autres catégories dans lesquelles il va y avoir quelques dizaines de milliers de SNP. Et voici ce que Chen a montré qu'on obtenait quand on avait analysé un trait binaire par un modèle linéaire mixte. On obtenait, dans certains cas, pas systématiquement, mais ce genre de fourche où, effectivement, la catégorie 2, ça se comporte bien, mais il y a une des catégories qui est surcorrigée, le test est trop conservateur, et puis il y a une catégorie qui est mal corrigée, il y a cette inflation de la statistique de test qui persiste. Et donc, ce diagnostic différent du QQ-plot classique permet de montrer qu'effectivement, il y a un problème, c'est pas tout à fait satisfaisant. Ça va pas bien corriger, en fait, la structure de population pour les traits binaires. Alors, la méthode qui a été proposée par Chen en 2016, donc il l'a appelé GMMAT. C'est un test du score, en fait, qui est dérivé dans l'approximation linéaire qui est utilisée par l'algorithme de la PQL. Donc, en fait, on fait la PQL une fois, on estime les paramètres du modèle sous H0, c'est-à-dire sans effet de SNP dedans. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une succession d'approximations du modèle logistique mixte par des modèles linéaires mixtes. Et on utilise la dernière approximation linéaire qui a été faite pour donner un test du score. Donc ça va très vite. Alors, le test du score, ensuite, il n'y a plus qu'un petit produit matriciel à faire et il n'y a pas besoin de récuer à chaque SNP. Et donc ça permet d'avoir un test qui tourne vraiment de manière efficace. Le problème, c'est que comme c'est un test du score, on n'estime plus les paramètres du modèle et donc on n'a pas l'estimation des SNP. Et il y a bien des cas où on a besoin d'estimation des bêtas sur tout le génome. Alors on peut toujours dire, oui, pour les SNP qui sont associés, je vais faire tourner, pour les signaux d'association que je vais trouver dans mon GWAS, je vais faire tourner la méthode PQL pour obtenir l'estimation des SNP. Donc ça peut être satisfaisant, mais il y a quand même pas mal de design
on fait des méta-analyses dans des consortiums, etc., où on a besoin d'estimer les effets des SNP, et puis où on aimerait aussi, quand on a des summaries statistiques qui sont utilisés pour plein de choses, comme Pierre-Emmanuel en a donné des exemples, quand on a des summaries statistiques, pouvoir donner effectivement les bêta et pas seulement les P, quoi, les effets et pas seulement les P-valeurs. Donc ce que Jacqueline Millet et moi-même avons proposé sont deux méthodes qui sont simples. Hein. Elle partage toutes les données étapes initiales, qui est la même en fait que celle du test du score de GMAT. En fait, on estime le modèle nul, on utilise la PQL pour estimer tous les effets fixes et les effets aléatoires autres que ceux des SNP. Puis, soit dans la méthode offset, on les inclut comme un offset dans une régression logistique, c'est-à-dire qu'on fixe l'intercept de la régression logistique à ces effets qui ont été estimés sous H0, là, sans l'effet du SNP. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on fait très classiquement en biostat, mais qui n'avait pas été vraiment évalué dans les propriétés, pas dans ce cadre de stratification de population, etc. N'avait pas vraiment été, en tout cas notre connaissance, évalué auparavant. Soit la méthode qu'on a appelée AMLE comme Approximate Maximum Likelihood, qui utilise une approximation quadratique de la vraisemblance pour estimer l'effet de chaque SNP. Alors je vous montrerai très rapidement sur le transparent suivant comment ça fonctionne, cette histoire d'approximation quadratique. Avant de faire ça, je mentionne que nous avons également proposé une généralisation du QQ-plot stratifié de chaîne, comme je vous montrerai après vous avoir montré ces deux méthodes. Alors l'AMLE, comment ça marche, hein. De mettre, c'est vraiment un truc très général, en fait, hein, c'est de se dire, c'est pas très original, ça avait déjà été fait dans le cadre du modèle linéaire mixte, et puis d'autres l'ont fait un peu avant nous, enfin ils l'ont publié avant nous, c'est-à-dire qu'on a travaillé moins vite qu'eux, on a commencé à travailler avant qu'ils aient publié, mais on n'est pas allé vite, nous. Pour le modèle logistique mixte, donc en fait vous avez un paramètre de nuisance, donc ici ça va être les effets de nos covariables cliniques éventuels, et puis les effets aléatoires associés, disons, à toutes les PC. Donc c'est kappa. On a le paramètre d'intérêt gamma qui va être l'effet du SNP. Alors on fixe gamma à 0, là, donc on ne met pas d'effet de SNP, on estime kappa 0, et puis ce que je vous ai dessiné ici, les ellipses sont les lignes de niveau de la vraisemblance qu'on cherche à maximiser. Et ben, en fait, on va se placer en fixant kappa à kappa 0, on prend une approximation quadratique et on va estimer gamma comme un maximum de cette vraisemblance-là. En fait, donc ça va très vite. En fait, c'est équivalent, ça va nous produire exactement la même p-valeur que le test du score, mais ça va nous donner, en plus de ça, une estimation de l'effet recherché, qui sera éventuellement, si les estimateurs ne sont pas indépendants, qui sera éventuellement légèrement différente de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Alors, la complexité algorithmique, c'est-à-dire les performances en termes de temps de calcul de ces méthodes. Alors, l'étape initiale qui est cette étape d'estimer kappa 0, là, donc d'estimer les effets individuels autres que les SNP avant de commencer le genome-wide, ça a une complexité en grand taux de n3. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que vous multipliez n par 2, vous multipliez le temps de calcul par 2 au cube, c'est-à-dire par 8. Donc ça, c'est assez terrible comme complexité, parce que... Alors, notre package à nous, c'est MillerGWAS, il est là. Bon. Et puis, GMAT avait la même complexité, mais il y avait un petit décalage au début. Alors là, le petit décalage au début entre, je ne sais pas, une demi-seconde et 6 secondes ici, bon, bah, ça se transforme en un décalage entre un peu plus de 5 minutes et pas loin d'une heure, quelque chose comme ça. Donc, et puis, ça, c'est de toute façon, donc c'est assez terrible, c'est que de toute façon, même on a bossé pour que ça soit plus rapide ici, mais on ne passera pas à l'échelle des biobanques, quoi. On ne passera pas à 100 000 ou à 500 000, parce que passer à 100 000, c'est multiplié, ici c'est 10 000, hein, donc c'est multiplié par 10, donc multiplier le temps de calcul par 1000, ça doit faire un peu moins d'une semaine, c'est pas raisonnable. Enfin, même si on trouvait ça raisonnable, on ne passerait pas à 500 000, qui
correspondrait à 125 semaines, du coup. Quelque chose comme ça. Alors voilà, ça c'est vraiment l'étape limitante, c'est l'étape initiale. Et puis ensuite, pour 100 000 SNP, voilà ce que ça donne. Alors en pointillé avec GMMath, qui a la même complexité que Miller-GWAS avec la MLE, et l'offset, lui, il est linéaire. Bon. Mais c'est pas tellement ça qui est important, c'est de toute façon la faisabilité, ce qui va empêcher d'augmenter le nombre d'individus, c'est cette étape initiale. Alors les propriétés statistiques des deux méthodes. Donc l'erreur de type 1, est-ce que notre QQ-plot est satisfaisant? Donc notre QQ-plot stratifié à la chaîne. Donc en fait, on l'a évalué ça sur 2 jeux de données simulés, l'un basé sur des données de génotype réel, recruté au Bénin, où il y a quand même pas mal de stratification de population, même à des échelles, à des distances géographiques assez faibles, et puis des génétiques synthétiques ont été générées avec un modèle de coalescence, où il y a pour le coup une stratification de population absolument gigantesque. Et ce qu'on voit, c'est que donc, la méthode offset donne des résultats satisfaisants sur les données basées dans les simulations basées sur les génotypes réels, mais avec le modèle de coalescence, ça peut être un tout petit peu trop conservateur. Mais c'est vraiment une structure de population très importante, sans doute plus importante que ce qu'on a en pratique dans les GWAS. Donc c'est pas forcément rédhibitoire pour la méthode dite offset ici. Et puis la MLE, alors ici, dans les simulations basées sur le modèle de coalescence, donc vraiment avec la structure de population énorme, on voit, donc ça c'est le truc qui est vendeur pour AMLE, hein, la régression logistique avec 10 composantes principales en covariable ne corrige pas bien le QQ-plot, enfin l'inflation d'erreur de type 1. AMLE ou GMAT qui sont équivalents en termes de p-valeur se comportent parfaitement dans les 3 catégories de SNP. Et puis si on avait analysé avec le modèle mix linéaire, on retrouve la fourche de Chen, hein, les 3 catégories de SNP qui se comportent de manière différente. Les biais d'estimation. Alors la puissance et les biais, oui. Alors les biais d'estimation, donc il y a des biais d'estimation. Alors dans les simulations basées sur les données du Bénin, ici, on voit que quand les OR sont importants, il y a, en particulier aux petites fréquences alléliques, il y a un biais négatif assez sensible pour AMLE, un peu moins important pour l'offset. Et la PQL, qui est infaisable sur le génome entier, elle est très peu biaisée. Un tout petit peu biaisée également, mais très peu biaisée. Et concernant la puissance, il n'y a pas grand-chose à dire, simplement, je ne vous ai pas montré au transparent précédent ce que ça donnait, la même chose dans le modèle, quand on se base dans les données simulées à partir des génotypes du Bénin. La régression logistique avec 10 composantes principales en covariable, dans ce cas-là, elle corrige bien, en fait. Alors, c'était moins vendeur pour la méthode, donc je ne vous l'ai pas montré. Mais ce qui permet de rattraper ça, c'est qu'ici, on voit que même dans ce cas-là, en fait, la puissance avec la régression logistique, ici, alors c'est logistic regression, la puissance avec la régression logistique est un peu moins bonne que la puissance avec AMLE ou l'offset, en fait. Bon. Très rapidement, comment est-ce qu'on a généralisé le QQ-plot stratifié? On a, en fait, ces formules-là, bon, c'est un peu cabalistique. En plus, le prime, il devrait être en dehors de la parenthèse. Ouais, enfin. Oui, il devrait être en dehors de la parenthèse ici. Mais bref, ça n'a pas tellement d'importance, en fait. Si Z était l'indicatrice de la strate, si vous connaissiez la strate avec une indicatrice qui vaut 0 ou 1 selon que vous êtes dans une strate ou dans l'autre, ces deux formules-là donneraient les fréquences alléliques dans les strates 1 et 2, et puis on généralise, on dit, mais en fait, si Z a des valeurs entre 0 et 1, donc on peut remettre à l'échelle une composante principale, par exemple, pour que toutes les valeurs prises soient entre 0 et 1, on fait juste un changement affine. Bon. Ça nous donne quelque chose qui nous permet d'utiliser Z comme une proxy de l'indicatrice d'une strate qui est inconnue, qui n'est pas observée
qui en général n'est pas observé dans les études, on ne connaît pas les strates. Et puis bien sûr, on pose P1 égale à moins Q1, P2 égale à moins Q2, et on finit comme chaîne avec le ratio P1Q1 sur P2Q2. Et donc on voit en fait que en utilisant la composante principale comme un proxy de l'indicatrice de la strate, on diagnostique presque aussi bien le problème du modèle linéaire mixte pour analyser notre trait binaire, utilisé pour analyser notre trait binaire. Voilà. Alors, il y a une publi, donc voici la référence, et il y a un logiciel R qui est sur le CRAN et aussi sur GitHub. Si vous avez des... alors, vous avez ici la référence de Zhou qui ont publié avant nous le même genre de méthode dans un papier beaucoup plus vaste où ils traitent surtout le problème du déséquilibre cas contrôle, et puis eux ils sont à l'échelle des biobanques, hein. C'était pas du tout notre ambition. Mais bon, voilà, si vous avez moins de 10 ou 20 000 sujets dans votre GWAS, vous pouvez utiliser Miller GWAS. C'est fait maison. Alors, pour conclure, offset ou AMLE, l'offset est plus rapide, mais en fait, l'étape initiale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'étape limitante. Et de plus, AMLE peut être accéléré. Zhou, en fait, ils ont utilisé une approximation qui consiste à remplacer une matrice par sa diagonale. C'est pas très. On pourrait le rajouter dans le package, mais on l'a pas fait parce que ça nous a pas paru vraiment crucial. On peut rendre AMLE linéaire, on peut le ramener à la même vitesse que l'offset, en fait. Le biais d'estimation des bêta shocks, enfin des effets est un peu plus faible dans l'offset. Alors si ça corrige bien, ça peut quand même être un argument en faveur de l'offset. Mais effectivement, en général, enfin, si vous avez une structure de population très importante, ça va être l'AMLE qui va mieux contrôler l'erreur de type 1. Quelque chose que je trouve vraiment, qui n'a pas forcément été retenu par les lecteurs du papier de Chen, c'est cette histoire de QQplot qui ne montre pas tout, en fait. Un QQplot tel qu'on le fait classiquement ne révèle pas tous les biais d'une procédure de test. Le QQplot stratifié de Chen ou notre généralisation en révèle d'autres, mais ils ne montrent pas forcément tout. Et donc, on peut toujours avoir un doute sur... c'est pas parce que, en gros, ça a l'air de bien corriger sur les QQplots qu'on est sûr que ça a bien corrigé. Donc, on pourrait toujours imaginer découvrir d'autres procédures diagnostiques qui nous font apparaître d'autres biais. Et en particulier, on pourrait assez facilement imaginer quelque chose un petit peu plus compliqué que ce qu'on a fait dans le papier avec Jacqueline pour prendre en compte plusieurs composantes principales et non pas une seule, par exemple, pour construire nos catégories de SNP. Et ce qui pourrait être fait très facilement, c'est généraliser ces deux procédures, d'ailleurs, en fait, l'une ou l'autre, à d'autres modèles non linéaires, donc les modèles linéaires généralisés autres que la régression logistique, hein, donc la régression binomiale, la régression de progression, etc., ou bien en analyse de survie. Voilà, je ne crois pas que j'ai oublié de dire quelque chose, donc c'est terminé.